Ça fait un an, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre, que le Hezbollah, tous les jours, envoie des roquettes sur Israël. Ça fait un an qu'Israël dit au Hezbollah, vous arrêtez, parce que si vous n'arrêtez pas, on va être obligé de vous réduire militairement. Ben oui, de vous réduire militairement. Et bien sûr, étant donné que ce qu'on a déjà fait à Gaza, c'est un massacre, on va pas dire ici qu'on va refaire la même chose. Hein? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dès qu'il s'agit que les enfants des autres aillent mourir, qui est-ce qu'on voit débarquer à la télévision comme par hasard? BHL. Donc je vous propose de décrypter le passage de BHL sur LCI qui vient parler de ce qui se passe au Liban. Et donc, sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Comment est-ce que vous comprenez d'abord la logique israélienne, la stratégie israélienne depuis quelques jours? On a tous en mémoire l'affaire des beepers, l'élimination d'un certain nombre de chefs islamistes et maintenant cette opération vraiment visiblement très déterminée. Alors, c'est bien que ce journaliste, dont je ne retiens toujours pas le nom, Darius machin chose, rappelle une petite chronologie des faits, même s'il les rappelle dans le désordre. C'est qu'il oublie où est parti le point d'escalade majeur de la situation. Le point d'escalade majeur est ce qui s'est passé dans le plateau du Golan, territoire syrien occupé par les Israéliens. Vous vous souvenez, l'affaire des missiles qui est tombée soi-disant là où les enfants jouent au foot, où le peuple élu a décidé elle-même de mener l'enquête, de déterminer qui était coupable et de déterminer la sanction. Des tirs de roquettes ont fait 12 morts et une trentaine de blessés ce samedi dans la ville de Majd al-Shams, dans le nord d'Israël. Les victimes sont principalement des jeunes, âgés entre 10 et 20 ans, qui étaient regroupés à proximité d'un terrain de football. Des hélicoptères, ambulances et des unités de soins intensifs mobiles ont immédiatement été déployés sur le site, selon l'armée israélienne. Située sur le plateau du Golan, une région annexée par Israël, cette ville peuplée de Druzes est proche de la frontière avec le Liban. Tsahal a immédiatement accusé le Hezbollah, une organisation chiite installée à Beyrouth et alliée du Hamas, d'être à l'origine de ces frappes, affirmant que les roquettes ont été tirés depuis le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé dans une conférence de presse qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le 7 octobre. Dans un communiqué, le groupe islamiste libanais a immédiatement réfuté être l'auteur des tirs. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, s'est rendu sur place ce dimanche 28 juillet. Le premier ministre Benjamin Netanyahou, encore en visite aux États-Unis, a assuré qu'Israël ne laisserait pas cette attaque meurtrière sans réponse et que le Hezbollah en paierait le prix fort. Des funérailles ont été organisées à Majd al-Shams au lendemain de l'attaque. Ces tirs sont survenus après l'annonce de la mort de 4 combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, une information confirmée par le mouvement pro-iranien. Si les États-Unis ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Israël, l'ONU a exhorté les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Selon les Nations Unies, une intensification des tirs dans la région pourrait déclencher une conflagration plus large qui engloutirait toute la région dans une catastrophe inimaginable. Malgré le fait que le Liban réclamait une enquête internationale pour déterminer d'où venait le tir qui avait coûté la vie à ses enfants. L'escalade majeure est partie de là. Suite au fait que Benjamin ait déterminé que le Hezbollah était responsable, il a décidé qu'il fallait éliminer ou qu'il fallait frapper le Liban. Et vous avez ici tout le monde qui avait demandé à ce que ça ne soit pas fait. Vidéo ici où je vous ai montré Blinken, quand c'est arrivé, qui une fois de plus encore disait que voilà, Israël était en droit de se défendre. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement d'Israël. Et une fois encore, j'insiste sur son droit à défendre ses citoyens et sur notre détermination à faire en sorte qu'ils soient en mesure de le faire. Mais qui ignorait l'appel du gouvernement libanais à ce qu'une enquête internationale, ou en tout cas une enquête indépendante internationale, soit menée pour déterminer les responsabilités du Liban ou pas dans ce qui était arrivé sur ce plateau. Et bien évidemment, tous les Occidentaux, ils ont tous fermé les yeux face aux informations qui disaient que c'était un dysfonctionnement de l'un des missiles du dôme de fer. Témoignage à partir de Majd al-Shams, dans le Golan occupé. Le témoin sur place est formel. C'est un missile tiré à partir des hauteurs de Golan sous contrôle israélien qui a causé le massacre et non un missile venu du Liban voisin. Écoutons, et puis ceux qui parlent arabe, vous confirmez ou pas si c'est vrai, ce qui est dit.
والمصاب بجلل يعني قد نقول 12 ولد ولاد 10 سنين و11 سنه يعني حرام. وين الامن وين الحمايه وين على الناس ضربوا الصفاره راسهم طلع الصاروخ فيش تواني. حسب الله انكروا القول هذا انه اطلقوا صاروخ اتجاهنا، واغلب الظن انه كتبات برزيله انه اللي شافوه في بعض حقائق بتبين ولموا شظايا الصاروخ او كتبات ما نزلوش اللي انصاب هوني، وهذا عمل لو الصاروخ كان عامل نزل عمق اكثر من هيك. هسه كتبات برزيله انه ممكن ايش خفيفه بس عملت الاصابه، وفي ناس شافوها من ناحيه الجبل من منطقه الجبل. هي نتيجه العنايه. وين العنايه؟ هي نتيجه العنايه. تفضل. 11 قتيل حرام و20 مصاب، يعني وين مصاب أليم للبلد لا منطقة عام. هذا يعني شيء فوق الخيال. من أول الأحداث ما صارش مثل هذا الحدث. Ok. Toujours, on oublie l'essentiel. On prend des mensonges et après on veut faire croire aux gens que non, c'est normal, c'est une suite logique. Nous n'avons rien fait, on se défend. Bah, écoutez, le contexte, on le connaît tous. Le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël le 8 octobre dernier. Ça fait... En plus, regardez où il va remonter. Hey, lui, pour justifier le massacre d'autres personnes par ses amis, il est trop fort. Il a dit le 8. Donc, ils ont fait une pause. Après le 7 octobre, ils ont dit non, on va d'abord s'occuper de Gaza. Et quand on aura fini de raser Gaza, on ira aussi raser là-bas. Donc, lui qui aime bien dénoncer ce genre de choses, donc vous allez me faire croire que pendant un an, il s'est posé tranquille comme ça, il s'est dit, on va pas parler du Hezbollah, je vais attendre presque un an après, quand ils vont attaquer, je reviendrai dire qu'en fait, c'est le lendemain du 7 octobre que le Hezbollah a déclaré la guerre. Donc là aussi, comme on nous a dit qu'on avait le droit de se défendre pour le 7 octobre, on a aussi le droit de se défendre pour le 8 octobre. Fait un an, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre, que le Hezbollah, tous les jours, envoie des roquettes sur Israël. Ça fait un an qu'Israël dit au Hezbollah, vous arrêtez, parce que si vous n'arrêtez pas, on va être obligé de vous réduire militairement. Ben oui, de vous réduire militairement. Et bien sûr, étant donné que ce qu'on a déjà fait à Gaza, c'est un massacre, on va pas dire ici qu'on va refaire la même chose. Hein? À Gaza, là au moins c'était légitime. Ils ont causé des morts chez les peuples élus. Donc on était légitime à les raser. Mais vous, comme vous n'avez pas encore causé des morts, on va pas vous raser. On va pas vous... Non, on va vous réduire militairement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Hezbollah n'a pas compris. Il a pris en otage une partie de la population libanaise. Et ça tourne au ridicule. Des membres du peuple élu, enfin, à Gaza, on a rasé parce qu'ils ont pris en otage. Franchement, j'arrive pas à me censurer. Franchement, j'arrive pas à me censurer. À Gaza, ils ont pris des Israéliens, donc ça justifiait qu'on rase tout. Mais vous, on va vous raser parce que vous avez pris en otage votre propre population. Ouais. L'État, aucun pays au monde n'aurait attendu si longtemps. Quand un voisin vous bombarde tous les jours, quand vous êtes obligé d'évacuer 80 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 8% de la population de votre pays, à cause... Évidemment, maintenant les chiffres reviennent. Souvenez-vous, après l'attaque, comment on nous disait? Vous vous rendez compte? C'est à peu près, je ne sais pas quel pourcentage de la population qui est partie. C'est comme si en France, on mettait fin à la vie de tel pourcentage des Français. Voilà ce que ça donnerait en France. Après eux-mêmes, ils ont presque, en termes de nombre de personnes décédées directement et indirectement, ils ont fait presque 20 fois. Ils ont fait presque 20 fois ce que eux, ils réclamaient. Maintenant, vous prenez, c'est le nombre de morts total causés par ce qu'ils ont fait à Gaza. Vous faites le pourcentage que ça signifie de la population de Gaza qui est morte et vous mettez ça sur la population de Paris ou sur la population de je ne sais pas quelle agglomération. Et vous verrez l'horreur. À cause de ça, ils avaient arrêté de jouer avec les chiffres. Comme on n'a pas encore atteint des chiffres horribles au Liban, on recommence avec le pourcentage, bien sûr. À cause des roquettes, vous attendez 11 mois. Je
Je ne crois pas que la France aurait attendu 11 mois avant de réagir, ni aucun autre pays. Que dire aux inquiets, ceux qui disent, une partie d'entre eux sans doute qui ont d'autres arguments, mais disent c'est risqué pour le Proche-Orient, c'est risqué pour le monde, Israël peut-être entraîne le monde dans une autre guerre. Ce qui est risqué, Darius Rochebin, c'est l'existence du Hezbollah. C'est la stratégie. Là encore, vous avez une fois de plus la confirmation de tout ce que les gens comme moi dénoncent. Pourquoi quand c'est dans un sens, eux, ils ont le droit de venir s'asseoir sur les plateaux télé françaises pour raconter des âneries comme ça? Tous ceux qui défendent les thèses neutres ou des thèses contraires, eux n'ont pas le droit de venir parler. Pour le 7 octobre, la plupart des gens qui défendaient les thèses contraires, on ne leur a jamais donné une tribune comme ça. La dame là, comment elle s'appelle déjà? La dame française, celle qui travaille au CNRS, elle n'a jamais eu une tribune comme ça pour expliquer ce qui se passait avant le 7 octobre. Et par contre, elle a eu une petite tribune dans ses dalers pour expliquer ce qui a été fait à Gaza après le 7 octobre. Il n'y a plus rien. C'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, d'où les épidémies dont on parle. Et là, on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins, problème de l'eau qui ne peut pas être traitée, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau, c'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit, et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent. Et puis, 2 heures après, on va leur dire « Mais non, il faut aller là-bas ». On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, passez-moi l'expression, mais comme du bétail. C'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Et elle vous a dit ici, ça n'a jamais été de soi-disant combattre le Hamas. C'était d'éradiquer Gaza. Parce que pour combattre le Hamas, qu'ils n'ont pas réussi à vaincre, ils ont rendu Gaza juste inhabitable pour toute la population qui se trouve là. Stratégie du Hezbollah. Le Hezbollah a pris en otage le Liban. Le Hezbollah, c'est pas un parti politique, c'est une organisation terroriste d'une immense ampleur. C'est la plus... Ok, mais maintenant, quand le ministre libanais demandait à ce qu'il y ait une enquête internationale pour déterminer la responsabilité du Liban ou pas sur le plateau du Golan, pourquoi cette occasion n'a pas été donnée pour voir si le gouvernement libanais avait une autonomie ou pas sur son territoire? Parce que maintenant, du jour au lendemain, monsieur vient nous dire que voilà. Non, mais en fait, le Liban, c'est des otages. On va aller là-bas pour les libérer. C'est la deuxième thèse de l'Irak. On vient apporter la démocratie au Liban. On va tout bombarder. Mais pour leur donner la démocratie, ben bien évidemment, ben oui, on va les libérer du joug du Hezbollah. Grâce à nous. Ils seront malheureux, ils n'auront plus de maison, mais au moins, ils n'auront plus le Hezbollah. Parce que tous ceux qui vont mourir dans ces bombardements ne vont pas adhérer au Hezbollah. Parce que assis tranquillement là où ils étaient, ils voient leurs enfants, leurs parents mourir, quitter leurs maisons et tout ça. Non, ça va contribuer au fait qu'ils vont nous aimer. On leur a apporté la paix, la démocratie. Plus grande armée terroriste au monde, la mieux financée. Ses chefs étaient, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont disparu, étaient sous sanction de l'Europe et des États-Unis. Ils ont pris... Voilà. Leurs chefs étaient sous sanction de l'Europe et des États-Unis. Eh ben tiens, ça justifie tout.
Il n'y a que l'Europe et les États-Unis qui comptent, surtout quand on sait avec quel arbitraire ils mettent ou non des gens sur cette liste de sanctions, comme l'avait dénoncé ici l'autre député. Aujourd'hui, à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont... Regardez la tête de Borrell. Regardez la tête de Borrell. Lui qui est responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Il doit le détester, il doit dire celui-là, il balance tout. Nous avons sanctionné, mis des embargos sur tous ces pays du tiers-monde, sur tous ces pays du Sud, sur tous ces pays pauvres qui n'ont pas fait la moitié de ce qu'Israël a fait. Et face à Israël qui fait ça, nous ne faisons rien. Et après, les Occidentaux continuent à croire que les choses vont continuer à se passer comme ça s'est toujours passé. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens ne serait pas possible sans la complicité européenne continue. On prend des sanctions, on met des embargos à tous les pays du monde, sauf à Israël qui, par ses actes, contredit à nos valeurs selon notre propre traité. Par contre, là, on ne prend pas de sanctions. On continue à envoyer des armes, on continue à envoyer de l'argent. Et donc, il vient ici invoquer le fait que, soi-disant, le Hezbollah figurait sur la liste des terroristes des États-Unis et de l'Europe. Et donc... Et en otage un pays magnifique, démocratique, multiculturel, qu'est le Liban. Ça, c'est le danger. Et ça fait des années que ça dure. Et surtout, on va même pas enfoncer dans les ridicules. Le Hezbollah prend en otage un pays démocratique, qui est le Liban. Non, Netanyahou, malgré la contestation qui règne en Israël, il continue à rester au pouvoir là. Il n'y a pas de prise en otage des Israéliens, non? Non. Netanyahou, lui, il est légitime, lui. Le Liban, ils ont un parlement, ils ont un ministre, mais eux, ils sont pris en otage, n'est-ce pas? Est-ce que vous partagez l'avis de certains qui disent que c'est même un modèle pour ce qu'aurait dû faire la France en d'autres temps? Il faut rappeler que le Hezbollah a du sang français sur les mains. Oui. À votre place, il y avait le colonel Michel Goya. Il y a quelques jours, il disait, mais un certain nombre de ces chefs du Hezbollah, je les aurais volontiers tués moi-même, parce qu'ils avaient tué des dizaines de Français. Écoutez. Bien évidemment. Eux, ils légitiment toujours le fait que leurs armées ont le droit de tuer les chefs des autres armées ou les chefs des résistants des autres armées. Mais quand leurs armées tuent, par contre là, on n'est pas légitime à leur faire pareil. Avec ce qu'ils ont fait à Kadhafi, avec ce qu'ils ont fait en Irak, avec ce qu'ils ont fait dans toute l'Afrique, personne n'est légitime à tuer leur armée ou à tuer leurs soldats ou à tuer des gens qui sont responsables de la mort des gens un peu partout dans le monde. Non, eux, on n'est pas légitime à les tuer. Mais par contre, eux, ils sont toujours légitimes à tuer ceux qui dirigent les résistances et les armées des autres. En tout cas, le Hezbollah a du sang français sur les mains, a du sang américain sur les mains. Ils ont attaqué des ambassades. Bah oui, le Hezbollah, eux, ils ont du sang des Français et des Américains. C'est le seul sang qui compte. Tony Blair, Sarkozy, Bush, Obama, Biden, Netanyahou, eux, ils ont du faux sang. Les gens qui tuent là, ils n'ont pas de sang, ils ont de l'eau. Tu vois pas que ça tâche pas les mains? Par contre, le Hezbollah, ça tâche les mains. Il faut qu'on aille leur régler leur compte. Franchement, c'est caricatural. Ça devient ridicule, les discours de BHL. Ils sont
un instrument de l'Iran. Regardez, ça devient même difficile pour lui-même de trouver les mots. Tellement tous les jours, il est obligé de venir tricoter des choses bancales qui ne tiennent pas la route. Mais comme il est assis sur un plateau, on ne va pas lui porter la contradiction. Même là, il a du mal à avoir une pensée fluide parce que lui-même, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Et ils ont transformé le Liban tout entier en une espèce de pion dans le jeu dangereux, terrible et impérial de l'Iran. Je crois. Le pauvre Iran qui est là-bas, qui n'a rien demandé. Bien évidemment, il faut trouver une raison supérieure. Le Hezbollah, c'est pas suffisant. Il faut trouver une raison supérieure pour justifier tout ça. Le pauvre Iran qui n'a rien demandé, mais oui, c'est lui. C'est lui. Je crois que le danger était là. Et l'escalade, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'Israël a enfin décidé de frapper les infrastructures militaires du Hezbollah. Israël a décidé de frapper les infrastructures militaires du Hezbollah. Regardez vous-même à quel point c'est ridicule ce que dit ce monsieur. En pleine nuit, Jiyeh est secoué par une explosion. Une frappe israélienne vient de s'abattre sur cette ville du sud du Liban. Là où est tombé le missile, un immense cratère. Au réveil, les habitants inspectent les dégâts. Soulagés, personne n'a été tué ni blessé. Nous avons senti la frappe et entendu les débris voler. Les éclats sont tombés sur la maison. Dans l'attaque, un entrepôt a été détruit, ce qu'il contenait aussi. C'est lui qui semble avoir été visé. Il s'agissait d'un garage et tout le matériel de réparation était à usage civil. Nous avons remarqué que le missile était de grande taille. Selon les médias, les Israéliens soupçonnaient que l'entrepôt contenait des armes. Troisième journée consécutive de raids aériens dans le sud du pays et la vallée de la Bekaa dans l'est. L'armée israélienne dit cibler des bastions du Hezbollah. Les images qu'elle diffuse, invérifiables pour le moment, montrent des frappes, dont une sur un lanceur qui, selon elle, aurait été utilisé pour atteindre le centre d'Israël. Une première. Le Hezbollah reconnaît avoir tiré une roquette sur Tel Aviv, affirmant avoir visé le QG de l'agence d'espionnage du Mossad. Un projectile intercepté en plein ciel par la défense israélienne. À Tel Aviv, les sirènes ont retenti à l'aube. J'ai été un peu stressé ce matin durant les 2 premières minutes, mais après avoir constaté que rien ne se passait, que le monde ne s'écroulait pas, tout a continué comme si de rien n'était. J'ai repris ma routine. Voilà, la chose à noter, les deux choses à noter, cette digression que je vous ai faite, que Israël qualifie de justifier, soi-disant sur les installations du Hezbollah, sont invérifiables sur la véracité des informations que eux disent. Et de toute manière, une fois qu'ils ont tiré, tout est détruit. Tu vas venir ramasser quoi? Tu vas venir prouver quoi? Et deux, pour la première fois, les Israéliens à Tel Aviv, ils sont stressés. Ce qui est l'inverse de ce qui était promis. Soit disant, on a fait ça pour permettre à des Israéliens de retourner dans leur maison dans le nord d'Israël. Au lieu de ça, dans le centre d'Israël, on commence à stresser. Ce qui corrobore ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Les missiles de Houthi ont percé le dôme de fer. Et là encore, il y avait des alarmes qui ont retenti. Et donc les Israéliens commencent à se rendre compte que plus ça va, plus il se pourrait que quelque chose leur arrive à eux et que eux vivent ce que leur gouvernement fait vivre aux autres. Et je vous en donne encore la preuve. On finit ceci et après je vous montre une... L'armée israélienne dit avoir touché plus de 280 cibles du Hezbollah ce jour. Le Liban annonce plus de 50 morts et plus de 200 blessés dans les différentes frappes. Le pays a décidé de fermer ses crèches, écoles et universités jusqu'à la fin de la semaine. De la réponse du Hezbollah. Oui, alors évidemment, pour la population, en tout cas, c'est la crainte. C'est la crainte que ça se transforme en une guerre ouverte. On sait que le Hezbollah a des capacités en particulier à frapper peut-être les centres névralgiques de la vie quotidienne israélienne, les centrales électriques, ce genre de choses-là. C'est ce que craignent les Israéliens. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est quelque chose de hautement symbolique. Le Hezbollah qui a frappé à 6h30 ce matin, donc l'heure à laquelle l'attaque du Hamas avait été déclenchée le 7 octobre. Le Hezbollah qui tire son premier missile sol-sol sur
sur la conurbation, le cœur économique, le cœur de la vie israélienne. Donc ça, c'est très symbolique, et qui dit aussi que c'est une équation qui cimente l'équation. C'est ce que disait Al Mayadeen, le média proche du Hezbollah aujourd'hui, qui cimente l'équation coup pour coup. Tel Aviv pour Beyrouth. Les Israéliens rejettent ça en bloc. Tzahal, en tout cas, rejette cela en bloc. Ils disent qu'il ne peut pas y avoir on ne peut pas comparer évidemment Tzahal et le Hezbollah. Mais vous comprenez ici la logique. C'est que ce qui BHL, assis sur sa chaise à Paris dans les bureaux de LCI, est en train de promouvoir, en Israël, c'est vécu autrement. Parce que contrairement à Gaza, qui ne disposait pas de capacité de riposter et surtout de capacité significative de riposter, il en est autrement. Là, dans le cœur, comme il a dit, dans la conurbation de Tel Aviv, les sirènes ont commencé à sonner. Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver la vidéo. Ça, c'est la dernière fois quand les projecteurs du Hezbollah ont atteint le territoire israélien. Et regardez, ce qu'on n'avait jamais vu avant en Israël est en train de naître, même si pour l'instant, ils font tout pour le cacher. Comme on vous a dit, l'offensive de Israël au Liban n'est pas sans conséquence, contrairement à ce qui s'est passé à Gaza. Et écoutez cette dame parler. Nous ne pensions pas que cela arriverait ici. Qui l'attend ou le veut? Personne, et certainement pas nous. C'est dur, vraiment dur, dit Sharon. Ici, qui l'attend a été brutal. Nous ne pensions pas que cela arriverait ici. Qui l'attend ou le veut? Personne, et certainement pas nous. C'est dur, vraiment dur, dit Sharon, dont la maison a été endommagée par les tirs du Hezbollah. C'est la guerre, ce n'est pas agréable pour personne, mais je n'ai pas peur pour moi, j'ai simplement peur pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils sont innocents. Si nous devons encaisser, alors nous devons gagner. Non seulement encaisser ces roquettes, mais aussi mettre fin à cette situation. Il est en train de naître en Israël, c'est que les Israéliens n'ont pas connu depuis que Benjamin Netanyahou a commencé ses machinations pour éviter sa fin. Parce que politiquement, il est proche de sa fin. Après l'euphorie d'avoir exécuté Haniyeh et d'avoir exécuté les soi-disant commandos ou les têtes du Hezbollah, ce qui avait suscité soi-disant de la ferveur à cause de l'histoire des beepers, vous voyez bien que les résultats n'est pas ce qu'ils avaient voulu faire croire. Les Israéliens se rendent bien compte qu'ils sont de plus en plus menacés. Et ici, vous avez bien évidemment le 20 en guerre officiel qui vient vous dire que non, il faut qu'on aille au Liban. On n'a pas encore fini à Gaza, mais il faut qu'on aille au Liban. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.